J'ai fait le choix de prendre comme métaphore, pour décrire ce qu'on va faire ensemble, un des ponts de Montréal. Donc, ce pont, ben, vous voyez, il est pris de nuit. Et pourquoi j'ai choisi une photo de nuit? Ben, parce qu'on a tendance à dire que le conscient, c'est le jour et l'inconscient, c'est la nuit. Donc, de manière métaphorique, très souvent, les gens vont prendre la polarité jour-nuit pour décrire les deux, parce que très souvent, les gens sont dans l'inconscient quand ils dorment. Ben, pas dans toutes les phases du sommeil, mais dans les phases, entre autres, du sommeil paradoxal, quand il y a des phases de rêve, entre autres. Et c'est là que l'inconscient peut se manifester encore plus. Et l'hypnose, pour moi, c'est un pont, c'est un lien entre le conscient et l'inconscient. En d'autres mots, on va se promener avec ce qu'on appelle l'état de transe. C'est comme ça qu'on va utiliser et générer ce pont pour passer de notre conscient rationnel, notre mental, et aller chercher ce que notre inconscient, notre être intérieur, notre être profond, il y a tellement de façons de le nommer, notre aspect créatif, a en nous pour aller chercher des forces et des ressources. Donc, on va se promener comme on fait à Montréal. Donc, on est sur une île, mais c'est notre île, c'est nous, en fait. Et de temps en temps, c'est bien de se promener vers l'extérieur, mais d'aller de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. On va faire un mouvement qui, pour moi, est décrit comme un mouvement du 8. Donc, on va faire ce mouvement-là à l'intérieur de nous pour régénérer en soi un mouvement pour aller dans une action concrète. En d'autres mots, vous savez, la majorité du temps, et comme on a des thérapeutes ici, vous savez très bien ça, quand on est dans une situation de notre vie où on est bloqué, où on n'arrive plus à voir clair, très souvent, ben, je vais le faire comme ça, c'est un peu exagéré, mais c'est parce qu'on n'avance plus. Il n'y a plus de mouvement, en fait. Et une des premières choses qu'on va mettre en place, c'est est-ce qu'on peut commencer à générer un peu ce mouvement-là? Et ce mouvement-là, nous, on va le faire ensemble dans les prochains jours. Et on va le faire ensemble en demandant à l'inconscient de se jumeler au conscient pour que les deux ensemble puissent arriver à mieux communiquer. Donc, il y a eu, et là j'ai dit dans le temps, il y a longtemps de ça, certaines croyances comme quoi l'hypnose, c'était une discipline pour aller chercher de l'information dans l'inconscient. Bien sûr, c'est vrai aussi, mais pour moi, c'est tellement plus que ça. C'est de créer un lien entre le conscient et l'inconscient pour générer un équilibre et une harmonie à l'intérieur de nous. En d'autres mots, imaginez que vous invitez un couple à parler de ce qu'ils vivent dans leur famille, donc dans leur vie de couple, et qu'il y a juste un des deux qui parle de ce qui se passe. Habituellement, ça donne quoi, ça, ce genre d'exercice-là? Quand il n'y a qu'un des deux qui parle au nom des deux. Une vision, exactement. Et l'autre, après, va dire, ben oui, mais en fait, c'est pas exactement ça. Selon mon point de vue, c'est plutôt. Donc, si on utilise l'hypnose que pour aller dans l'inconscient, ben, il manque une vision importante. Je veux dire, notre mental, il existe. Il n'est pas là pour rien. Il est important dans notre vie, notre conscient. Et on veut pouvoir communiquer avec lui. Donc, c'est autant important dans une thérapie de couple d'avoir les deux qui peuvent s'exprimer librement pour rétablir un lien et une communication que dans ce qu'on va faire ensemble dans les prochains jours, dire comment est-ce que je peux garder un lien et activer cette communication entre l'intérieur et l'extérieur et entre le conscient et l'inconscient. Ce que je vous propose, c'est une découverte d'une meilleure communication avec tous les aspects de vous-même. Intéressant quand même, tant qu'à faire, tant qu'à faire. Donc, c'est de laisser exprimer le système et non pas laisser exprimer juste un individu. Donc, ce n'est pas que le conscient qui va parler, ce n'est pas que l'inconscient qui va parler, mais dans un but de collaboration. Collaborer. Et collaborer à quoi? Ben, à atteindre un but et un résultat que vous allez avoir fixé. Qui peut être pour un patient, qui peut être pour un client, dire encore une fois que la personne soit plus calme ou plus détendue, ou qu'elle libère une émotion qui est bloquée dans le dos, par exemple, ou ailleurs. Donc, ça peut être ça, comme ça peut être un objectif que vous avez choisi, parce que là, on va faire aussi, bien évidemment, du travail hypnotique pour soi-même. Et là, on ne parlera pas de cordonnier mal chaussé, on va parler de cordonnier très bien chaussé, parce qu'on va commencer avec soi. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui,
ben, c'est aussi, vous ne l'avez peut-être pas nommé comme ça, c'est toujours plus facile de dire je viens pour le travail, mais en-delà de venir pour le travail, ben, on commence par soi. Vous allez le tester, vous allez l'expérimenter pour vous-même. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de maintenant, votre inconscient, il vous dit merci. Il est déjà dans, vous voyez le geste, il est déjà dans la gratitude. Merci. Parce que peut-être, je dis peut-être, que ça fait longtemps qu'il ne vous a pas parlé. Et peut-être qu'il a longtemps des choses à jaser avec vous, faire des petites mises au point, vous savez. C'est comme quand, je me souviens d'un couple que je connais, ils ne savaient pas beaucoup de temps pour se parler, puis à un moment donné, entre deux, « Oh, il faut qu'on se parle des enfants. Oui, oui, c'est comme important, mais ils n'avaient pas le temps. » Bien, là, on va prendre le temps. On va prendre le temps de recommuniquer avec ces aspects de nous-mêmes. Donc, la beauté de l'exercice de travailler en hypnose, et parce que vous avez fait le choix de le faire avec moi, ben, ça va être de garder cet équilibre entre le côté conscient et inconscient et générer le mouvement. Donc, encore une fois, ce que je vous propose, c'est de rétablir cette communication et cet échange. Et votre inconscient, encore une fois, il dit la gratitude et le merci. Et il va tellement être content que peut-être, c'est peut-être il va aller très vite. Et il va vous dire, enfin, je peux parler, enfin, c'est à moi. Donc, il va lever la main, là, et il va peut-être avoir envie de se manifester tout de suite, là, immédiatement ou presque. Ou peut-être pas. Ah, je suis déjà en train de commencer à faire du langage hypnotique. Hein? Tiens, 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 tiens. Mais c'est bien parce que vous reconnaissez, même si vous ne connaissez pas à 100% ce qu'est l'hypnose, vous reconnaissez déjà dans la manière que je dis les choses, tiens, elle ne parle pas comme d'habitude. Il y a un petit truc différent dans la façon d'exprimer les choses. Parce que l'inconscient, ben, il parle avec une langue qui n'est pas toujours la même que celle du conscient. Bon, il paraîtrait que les hommes viennent de Mars, puis les femmes de Vénus. Je ne sais pas, c'est pas moi qui ai écrit ce livre-là, là, mais tout ce que ça veut dire, en fait, c'est que chacun d'entre nous, on a des perceptions différentes. Et le conscient, ben, il va agir d'une certaine manière, et l'inconscient, ben, il va comprendre les choses d'une autre manière. Donc, c'est l'art du langage, et du langage qui est métaphorique, qui est symbolique, et vous allez apprendre, on va le faire ensemble, des phrases, des mots, des façons de dire les choses pour s'adresser encore plus à l'inconscient de la personne qui est avec vous, mais ça vous inclut vous-même. Sauf que, très souvent, ce qui arrive, c'est que quand on commence une formation, on ne sait pas trop quoi dire. Alors ça, c'est vrai aussi si vous êtes devant quelqu'un et vous arrivez et puis la personne vous pose 3-4 questions, comment je vais dire les choses? Donc, donnons-nous le temps d'approfondir et de bien connaître ce qu'est l'hypnose, ce qu'est l'état hypnotique, ce qu'est l'état de transe, de le vivre pleinement avant de commencer à rajouter beaucoup de vocabulaire. Donc, c'est un choix que j'ai fait, qui est un choix andragogique. Sachez qu'au Québec, on dit andragogique pour l'enseignement aux adultes et pédagogique pour l'enseignement aux enfants. Donc, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent et disent « je ne connaissais pas ça ». Et oui, au Québec, on a des expressions particulières. Donc, c'est un choix andragogique qui veut dire qu'on va dans un enseignement en ce moment pour les adultes, ce qui est notre propos, on est avec des adultes, même si l'hypnose peut être adaptée pour les plus petits. Et j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais comme il y a des étapes dans l'apprentissage et que très souvent les gens sont stressés en disant « mais qu'est-ce que je vais dire ?» Bien, on va commencer la formation avec très peu de mots. On ne parlera pas beaucoup au début, mais c'est fait exprès. Sachez qu'il y a une progression naturelle et en même temps, ça va vous enlever un certain stress parce que le plus important pour démarrer, c'est de laisser place à votre être intérieur. Et pour ça, ben, il faut l'apprivoiser, il faut lui donner le temps, il faut l'accueillir, il faut le remercier, comme on accueillerait un bon ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Bon, pour certains d'entre vous, votre inconscient, vous l'avez vu il y a 5 minutes, là. Vous l'avez contacté parce que c'est facile pour vous, mais pour la majorité des gens, c'est plutôt quelque chose qui s'est passé sans même qu'ils en aient eu conscience. Ça s'est passé parce que l'inconscient est là de toute façon. Mais il n'y a pas eu cette prise de conscience. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas eu cette communication pour que je sache que mon inconscient est là et mon conscient est là aussi. Donc, on va aller dans ce sens-là ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il y a le pont pour faire le pont entre le conscient et l'inconscient.
avec l'hypnose dite ericksonienne, avez-vous remarqué que je suis une femme? Ah, tiens, tiens, c'est bon signe. Vous avez sûrement remarqué aussi que je n'ai pas de barbe. Ben non, voilà, c'est bon. Et que je ne suis pas le docteur Erickson. Ah, tiens. Donc, la formation que vous suivez en ce moment, c'est à la méthodologie, c'est à la façon de penser du docteur Erickson, mais on ne peut pas dire que c'est la formation du docteur Erickson, on s'entend, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Mais il nous a laissé un héritage, et un bel héritage de façon de penser, de principes, de méthodologie, qui sont encore en train d'être découverts, parce que c'était vraiment un génie en soi, il nous a offert tellement de choses. Et une des choses sur lesquelles on va travailler ensemble, c'est de dire, OK, quand un client, donc je parle de client parce que plusieurs d'entre vous, c'est avec des clients que vous allez utiliser l'hypnose. Quand un client va nous dire quelque chose, exemple, je suis stressé, ou je suis inquiet, ou je suis fatigué, ou j'arrive pas à dormir. Quand le client nous dit quelque chose, en fait, il dit beaucoup plus que les mots qu'il dit, mais il ne l'a pas énoncé, comme par exemple, je suis stressé, mais il oublie de dire parce que. Je suis stressée parce que je n'ai pas dormi depuis 2 nuits, parce que je suis inquiet, parce qu'il y a ça qui se passe dans ma vie, parce que je n'ai pas été capable de gérer telle émotion que j'ai vécue au boulot, au travail, parce qu'à la maison, il y a un de mes enfants qui a de la difficulté au niveau scolaire et ça m'inquiète. C'est-à-dire qu'entre ce que les gens vont nous dire et ce qu'ils vivent, c'est 2 mondes, c'est 2 réalités. Et c'est ce qu'on appelle la structure de surface, donc ce que les gens nous disent, et la structure profonde qui est toute l'autre couche du iceberg, en fait. Donc, vous connaissez tous l'image d'un iceberg en disant que c'est très peu ce qui est sur le dessus comparativement à tout ce qui est en dessous. Mais c'est pareil pour le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire que quand le client va nous parler, même vous, quand vous dites quelque chose à quelqu'un, des fois, les gens ne vous comprennent pas. Ils disent, mais tu veux dire quoi au juste? Puis vous pensez que tout le monde a tout compris. Ça, c'est une des grandes révélations de la vie. Vous avez tous appris ça. Entre ce qu'on dit et ce qui est compris, des fois, il y a 2 mondes. Mais c'est justement parce que quand on va dire quelque chose, il y a un décalage entre les mots et la réalité qui a été vécue de l'expérience. Et l'inconscient, c'est un bassin infini d'encodage de toutes nos expériences. En d'autres mots, quand vous vivez quelque chose, vous allez vous souvenir consciemment, selon les études, à peu près entre 7 plus ou moins 2 éléments d'information en même temps. Donc, ça ressemble à ça, 7 plus ou moins 2 éléments d'information en même temps. Mais pour le reste, très souvent, c'est en dehors de votre conscience. À moins de focaliser ou porter l'attention. Comme par exemple, si je vous dis, est-ce que vous entendez l'eau de la pluie qu'on entend dans les fenêtres de la salle de formation? Là, tout d'un coup, vous portez attention et vous l'entendez. Tout à l'heure, vous l'avez entendu quand vous êtes arrivé fort probablement, et à un moment donné, si je parle, vous focalisez votre attention sur autre chose, et c'est comme si ça, ce n'était pas important. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas existant. Ça veut dire que votre attention n'est pas portée vers cette chose-là. Oui. J'ai entendu dire que si on écrivait, oui. On parle directement à l'inconscient, donc il y a plus de... J'avais même entendu quasiment un 30% de plus. D'informations qui est vraiment encodé. Alors, c'est sûr que quand on apprend, parce que là, on parle aussi de trucs d'apprentissage, quand on apprend et qu'on demande à l'inconscient d'apprendre pour nous, bien, il y a une plus grande facilité à une restitution d'informations après, parce qu'on sait comment aller la chercher à l'intérieur. Parce que des fois, le conscient, lui, surtout s'il est stressé, il va bloquer de l'information, mais qui est là, qui est disponible. Combien de fois ça vous est arrivé, vous avez entendu parler de ça? Un enfant qui sait tout, il a bien étudié, il a bien appris, puis il bloque un examen. Mais ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. Donc, il y a eu l'encodage, mais c'est qu'il n'a pas eu cette capacité d'aller chercher l'information dans l'inconscient parce qu'il y a quelque chose d'autre qui a bloqué. Oui, exactement. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette structure profonde qu'on appelle l'inconscient. Donc, l'inconscient. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de faire une formation en hypnose ericksonienne? Bon, certains d'entre vous, vous ne le saviez pas. D'autres, c'est parce que c'était Isabelle, Isabelle David. Mais disons que votre intuition vous a ramené au bon endroit. Et je vais vous expliquer pour quelles raisons. Il y a toutes sortes de formes d'hypnose différentes qui existent. Une des plus connues,
c'est l'hypnose dite classique, l'hypnose classique. Donc, c'est quoi l'hypnose classique? Bien, c'est l'hypnose que le docteur Erickson utilisait à l'époque, quand il a démarré, et c'est l'hypnose que Freud utilisait dans sa pratique psychiatrique. Sachez que le docteur Erickson était psychiatre. Il est décédé aujourd'hui, mais il était psychiatre. Donc, il a appris dans ses cours de psychiatrie l'hypnose classique, puisqu'on utilisait déjà à l'époque, dans les années 60-70, l'hypnose dite plus classique pour travailler avec des patients et des clients. Et c'est quoi l'hypnose classique? Bien, l'hypnose classique, c'était, ce n'est plus aujourd'hui, mais c'était une hypnose qui était beaucoup utilisée, et je parle d'il y a à peu près une cinquantaine d'années, et une hypnose dite directive, comme par exemple, fermez vos yeux, prenez le temps de respirer, allez à l'intérieur de vous, et dès aujourd'hui, arrête de fumer. C'est directif, on ne peut pas dire le contraire. Donc, vous avez vu la ponctuation que j'ai faite? Donc, en hypnose, on va beaucoup travailler sur la modulation du langage. Laisser des pauses, mettre une emphase sur plusieurs mots que d'autres, pour que l'inconscient fasse des repérages, qu'il a la capacité de dire, bien ça j'entends, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour le conscient, mais ça c'est une information pour moi, puis je vais l'apprendre un peu plus. Donc, l'hypnose dite classique, c'est une hypnose qui est directive, donc dirigée. Elle dit aux gens quoi faire, elle dit aux gens comment faire. Et c'est pour cette raison que le docteur Erickson a modifié cette approche avec le temps, parce qu'il se rendait compte que dans à peu près 80% des cas, bien, ça ne marchait pas. Ce n'était pas efficace. Et là, je parle de l'hypnose classique. Et pour quelle raison est-ce que ce n'était pas efficace? Bien, je vais vous le dire tout de suite et vous allez pouvoir me répondre. Qui ici aime se faire dire quoi faire? Tiens, je ne vois pas de main se lever. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup. Vous n'aimez pas vous faire dire quoi faire? Bien, l'inconscient, il fonctionne un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout être accompagnées en disant « fais ceci ou fais cela », mais qui ont besoin de plus de liberté dans ce qu'ils vont vivre et expérimenter, qu'ils soient guidés, bien sûr, qu'ils soient cadrés avec certitude, mais pas forcés à aller dans une direction qui n'est pas celle que la personne choisit. Et le docteur Erickson avait remarqué qu'avec plusieurs patients, et c'est des patients dans son cas parce qu'il était psychiatre, que lorsqu'il demandait à quelqu'un, par exemple, ferme les yeux, bien, que la personne gardait les yeux ouverts. Et là, il s'est dit, ouh, il y a beaucoup de résistance. Mais en fait, ce n'est pas qu'il y avait beaucoup de résistance nécessairement, mais que ce n'était pas la meilleure méthode adaptée pour tout le monde. Donc, c'est de là qu'est venue cette façon beaucoup plus libérale, beaucoup plus détendue, beaucoup plus relaxe, vous allez voir, d'emmener les gens à générer des changements, mais que ça vienne d'eux, en fait. Donc, au lieu de dire à quelqu'un « arrête de fumer », par exemple, en ericksonien, on dirait « et demande à ton inconscient de trouver les moyens qui vont être utiles pour toi pour atteindre le but que tu t'es fixé, qui est d'arrêter de fumer ». Saisissez la différence? Ce n'est pas moi qui prends un pouvoir sur le client ou le patient, c'est moi qui accompagne le client à retrouver son pouvoir. Et dans retrouver son pouvoir, c'est retrouver la façon d'être en contact avec lui-même. Donc, dans la méthodologie d'Erickson, c'est l'automisation. On veut que les clients deviennent autonomes. Ils gèrent eux-mêmes, qu'ils gèrent eux, qu'ils apprennent à le faire. En d'autres mots, je pense dans ton cas, Christine, mais aussi dans le cas de Clovis, par exemple, c'est que la prochaine fois qu'ils reviennent, ils vont savoir comment gérer le stress, ils vont le faire avant d'arriver. Ils vont le faire naturellement. Ils vont répéter ce qu'ils ont vécu la fois d'avant parce que ça leur fait du bien. Donc, vous ne serez pas obligé à chaque fois de tout refaire, de tout redire. Notre objectif, c'est que la personne apprenne et qu'elle le mette en place et que ça s'active naturellement pour elle. Donc, on va moins dire. Ceci étant dit, c'est pas en ericksonien, on va faire un peu de directif aussi. Il y a certaines personnes qui ont besoin qu'on leur dise quoi faire. C'est important, il y a des gens qui en ont réellement besoin. C'est leur façon de procéder et de fonctionner. Donc, on va le faire. Le docteur Erickson, si vous écoutez des vidéos de lui qui sont sur YouTube, il y en a plusieurs sur le net, vous verrez que de temps en temps, il va le dire clairement. « Close your eyes », il va le dire, « fermez les yeux ». Mais la plupart du temps, ça ne sera pas dit de cette façon-là, ça va être dit d'une autre manière, qui est tellement beaucoup plus élégante pour que la personne puisse avoir un choix, avoir un choix. Alors, moi, ce que j'ai adoré, et ce qui me plaît toujours d'ailleurs, dans la pensée du docteur Erickson,
c'est ceci, cette partie-là que je vais vous expliquer. Il avait des croyances très aidantes et très soutenantes. Une que j'ai déjà parlé tout à l'heure par rapport aux ressources. Il croyait sincèrement que chaque être humain avait en lui-même les ressources et les solutions par rapport à sa problématique. Alors, pour un psychiatre et pour l'époque, c'était assez révolutionnaire. Parce qu'on était dans une mentalité paternaliste de « je sais pour toi, je sais ce qui est mieux pour toi, parce que je suis le médecin et le spécialiste, et toi, tu vas faire ». Bon, ceci étant dit, il n'y avait pas que les médecins qui pensaient comme ça à l'époque, hein. C'était tous les gens du domaine de la santé et autres. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Oui, elle est encore dans certaines... Oui, dans certains... C'est comme ça que c'est enseigné, en tout cas, nous oui. dans l'histoire au Québec. C'est encore comme ça. Comme ça. Oui. Alors, ça évolue, ça change. Il y a beaucoup de spécialistes qui ont une autre approche aujourd'hui. Mais le docteur Erickson, lui, c'était totalement une autre vision des choses. C'était, wow, la personne, elle a les forces à l'intérieur d'elle. Imaginez le changement. Si je crois que la personne n'a pas les solutions versus si je crois qu'elle les a. Donc, quand on croit que la personne a les solutions en elle, on va faire quoi? On va juste aider la personne à le trouver, mais en sachant que c'est dans sa maison. En d'autres mots, on va peut-être l'aider à faire du ménage, placards, tiroirs, les greniers, chez nous on dit les garages. Donc, on peut l'aider à savoir où elle a placé les choses, mais on sait que quelque part, elle l'a. Elle l'a et elle y a accès et c'est utile pour elle. Et ce qu'il voulait dire dans les ressources, qui pour moi a révolutionné complètement ma compréhension de l'hypnose, c'est que pour le docteur Erickson, quand il parlait que la personne a des ressources à l'intérieur d'elle, il voulait dire qu'on a des apprentissages à l'intérieur de nous et des comportements acquis. Laissez-moi vous donner un exemple de ce qu'il voulait dire. Vous savez, quand on est tout petit, donc là, je me ferai peut-être pas aussi petite que ça, là, mais un jour, pour certains d'entre vous récents, vous avez commencé à marcher. Et qu'est-ce qui se passe de manière inévitable la première fois qu'on commence à marcher? On tombe! Et oui, avez-vous remarqué? C'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Donc, ce que le docteur Erickson disait, c'est que dans chaque expérience de vie, on apprend beaucoup plus que ce qu'on pense qu'on apprend. Quand j'apprends à marcher, j'apprends pas que à marcher. J'apprends pour la première fois de ma vie, ou presque peut-être, la capacité de résilience. J'apprends pour une des premières fois de ma vie peut-être à rebondir et à sortir d'une situation difficile. Je tombe, je me relève. Donc, plein d'événements de vie. Quand on apprend à marcher pour la première fois, qu'est-ce qu'on apprend aussi? On apprend quoi? Premier pas de l'autonomie. Exactement, premier pas de l'autonomie. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on apprend la première fois qu'on marche? La gravité. Oui, vas-y. La gravité. Oui, la gravité. Oui, exactement, la gravité. Donc, on peut apprendre l'agilité, on peut apprendre le détachement, on peut apprendre au contraire de faire confiance à la vie, on peut apprendre le désir de reprendre la main de papa ou de maman. L'idée en arrière de ça, c'est que dans chaque expérience que vous avez vécue, depuis que vous êtes au monde et peut-être avant selon vos croyances, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau transgénérationnel, qui sont transmises d'une génération à l'autre, mais depuis que vous êtes tout petit, vous avez appris des choses qui sont des ressources, qui sont des forces. Mais elles sont dans des placards, dans des tiroirs et vous ne les utilisez pas. Donc, le docteur Erickson, ce qu'il disait, c'est réactivons ces forces-là. Allons rechercher ce que vous avez déjà fait, mais sans savoir nécessairement que vous aviez appris ça à ce moment-là, dans ce but-là. Donc, on a ces forces, c'est ça qu'il voulait dire, par les ressources qu'on a en nous, ces ressources et ces capacités et ces compétences, ça devient des compétences qu'on a acquises à travers nos apprentissages de la vie. Une autre chose qui était assez exceptionnelle pour l'époque, en tout cas, on remonte encore une fois aux années 60, 70, 80, le docteur Erickson disait que l'être intérieur, que l'inconscient, était une grande source d'intuition et de créativité. En d'autres mots, que pour se laisser inspirer de créativité, ben, on ne pouvait pas le faire tant qu'on n'était pas en contact avec notre être intérieur. Et que quelque part, cette inspiration, cet instinct, cette intuition,
mais elle se faisait aussi quand il y avait la collaboration de l'être profond, ce qu'il appelait l'inconscient. L'inconscient. En anglais, vous savez, on dit subconscious. En français, dans certains livres, ça a été traduit par subconscient, mais dans notre formation, on va dire subconscious veut dire inconscient. Parce qu'en anglais, unconscious, ça ne veut pas dire inconscient. Ça veut dire qu'on n'est plus là, tout simplement. Donc, subconscious, inconscient. Ça va? Donc, nous, on va prendre le mot inconscient, qui va être notre définition de ce qui est à l'intérieur de nous, qu'on va accéder, que vous faites déjà, et qu'on va continuer à accéder pour faire vivre des expériences et principalement pour recontacter des forces et des ressources. Ce que le docteur Erickson disait aussi, c'est que à l'intérieur de nous, et ça vient bien sûr de Freud, qu'à l'intérieur de nous, on a bien évidemment dans l'inconscient du refoulement. Je veux dire, ça, vous en avez tous entendu parler. Notre petite boîte noire, des fois c'est une grosse boîte noire, des fois c'est un gros coffre-fort où on a enfermé toutes sortes de choses qu'on a vécues. Vous savez, quand vous êtes petit puis vous avez envie de pleurer ou de crier, et des fois on vous disait quoi? Tais-toi! Arrête de parler, arrête de pleurer. Et là, on fait quoi dans des cas comme ça? Ben, puis on écrase. Donc, et on fait ça adulte aussi, figurez-vous. Ce n'est pas juste quand on est petit qu'on refoule. Donc, à l'intérieur de nous, quand on parle de l'inconscient, on parle bien sûr de l'inconscient à la Milton Erickson qui est plein de ressources, mais il ne faut pas se mentir, on parle aussi de l'inconscient qui a le refoulement, qui a toutes ces choses qui sont là puis qui n'ont pas pu s'évacuer pour toutes sortes de raisons ou qui n'ont pas pu encore être exprimées. Donc, ce que je vous propose à la méthodologie ericksonienne, c'est au lieu de faire un « je saute dans le problème » pour aller voir ce qui a été refoulé, ben on va plutôt installer plein de forces et de ressources. Et parce qu'il y aura beaucoup d'installations de forces et de ressources, ce qui a besoin de sortir sortira au fur et à mesure quand on en aura les capacités et les compétences. Mais pas avant. Ça vous plaît? Ben oui, c'est intéressant. Moi, ce que j'adore là-dedans, c'est qu'on n'a pas besoin de creuser le problème. Mon Dieu Seigneur, enfin! On n'a pas besoin de souffrir pendant des semaines. On n'a pas besoin d'aller à l'intérieur de nous chercher la pire catastrophe qu'on a vécue, puis l'activer et pleurer pendant des mois. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Le docteur Erickson était un pionnier, avant son temps, du mouvement de la psychologie positive. Vous savez, aujourd'hui, si vous faites des petites recherches Internet, c'est une explosion en psychologie de l'orientation positive. Et je vois, Joanne, que ça te parle, donc tu en as déjà entendu parler, Julien aussi fort probablement, qui est un mouvement magnifique qui remonte à toute cette expérience du cognitivisme, par exemple, qui remonte aux années 50 et la suite, bien sûr, ça a continué, et qui est en lien aussi avec les philosophies de base de la PNL, qui est cette orientation solution. Qui est aussi la base fondamentale de tout ce qu'on fait en coaching aujourd'hui, comparativement à l'époque où on n'allait que dans le problème. Donc, il y a cette philosophie qui est maintenant prise aussi en compte par les psychologues, qui dit ceci. Donc là, je vais citer un psychologue très célèbre, d'ailleurs le créateur de la psychologie positive, qui disait « Je me suis rendu compte, enfin, je vais faire une petite histoire, hein, mais ce n'est pas les mots exacts, mais c'est ce que ça veut dire. Je me suis rendu compte qu'on nous demandait d'aider les gens à reparler, réactiver leurs problèmes. Mais en tant que psychologue, je n'avais jamais la chance d'emmener les gens à être des meilleures personnes et à trouver les forces en eux et à s'actualiser comme Abraham Maslow le demandait ou le disait. Et il trouvait que ce n'était pas normal qu'en tant que psychologue, on n'aidait pas les gens à être mieux, mais qu'on faisait juste les aider à sortir de certaines difficultés. Et c'est là qu'il a dit non, je pense que c'est un devoir pour nous, en tant qu'intervenants, en tant que thérapeutes, d'aider les gens à développer leur potentiel. Et c'est de là qu'est venu tout ce mouvement de la psychologie positive. Comme Maslow disait, c'est la même chose. L'objectif, l'actualisation de soi, développer le meilleur de soi, le meilleur de soi-même. Mais le docteur Erickson était exactement dans cette philosophie-là, c'est-à-dire on va garder l'attention et le focus sur les ressources, sur les forces,
et on va aider la personne à devenir une meilleure personne, la meilleure personne qu'elle peut elle-même devenir. Pas en se comparant aux autres, mais pour soi-même, en réalité. Et c'est cette idée que, oui, il y a des traumatismes à l'intérieur de nous, bien sûr, et oui, on peut en hypnose aller les chercher, bien sûr. On peut faire une régression dans le passé, au moment où la personne a vécu un traumatisme majeur, mais nous, on ne le fera pas dans cette formation-ci en hypnose ericksonienne, parce que quand on fera des retours en arrière, et on en fera à un moment donné, c'est uniquement pour aller chercher quoi? Des apprentissages aidants, des situations de votre vie où il y a eu des ressources, quelque chose qui est utile par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, aucun retour dans des traumas. Génial. Génial. Maintenant, pendant longtemps, c'est plus le cas du tout aujourd'hui, mais pendant longtemps, les intervenants ou les spécialistes pensaient, c'est des croyances, hein, mais ils pensaient, et là j'entends Christine, ah, ils y pensent encore un peu aujourd'hui, mais ils pensaient que si on ne creuse pas dans le problème, bien, on reste en surface et que les choses ne se règlent pas. Mais en fait, c'était les croyances de l'époque. La majorité des intervenants et des scientifiques aujourd'hui ne disent plus ça du tout, puisque en installant des ressources, de toute façon, le reste va de lui-même se manifester et on va pouvoir aussi le travailler. Donc, on peut très, très bien avoir la philosophie du Dr. Erickson et dire « je travaille sur des ressources » et en même temps faire un travail en profondeur. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. Ça va ensemble. Ça peut aller ensemble. Et c'est ce que je vous propose de faire aussi ensemble. Donc, sachez que oui, on a dans l'inconscient des choses qui ne sont peut-être pas très intéressantes non plus, mais on ne fera pas exprès d'y aller. Ce n'est pas notre but, ce n'est pas notre propos. Et notre but, c'est plutôt d'aller chercher les forces et les solutions qui vont être aidantes pour nous au fur et à mesure. Donc, ça, c'est cette fameuse découverte incroyable que le docteur Erickson parlait de l'être humain. Le docteur Erickson, dans sa philosophie, était assez particulier. Je parle pour l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui, voilà, la majorité des gens pensent comme lui. Mais à l'époque, il a fait scandale. Les autres psychiatres, ils parlaient contre lui à l'époque. Et puis c'est, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Ça se peut pas, tu vas pas dans le traumatisme. Comment ça se fait? Tu utilises l'hypnose, mais c'est quoi ton truc? Alors qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, et là je parle sur la planète, le type d'hypnose qui est le plus utilisé sur la planète en ce moment, ce n'est pas la classique, c'est l'éricksonienne. Et pour quelle raison? Parce qu'elle est non intrusive, non directive. Donc, elle laisse la liberté à la personne de manifester elle-même son propre pouvoir. Et ça, il l'avait compris depuis longtemps. Et il l'utilisait depuis longtemps. Est-ce que tu fais également une différence avec l'hypnose humaniste? Parce qu'on entend Oui. parler d'hypnose humaniste. Oui. Alors la nuance? Oui, alors c'est parfait. Parfait, parce qu'on parle des différents types d'hypnose. Donc, il y a la classique, maintenant vous savez. Il y a la ericksonienne, maintenant vous avez la philosophie. Maintenant, dans les autres types d'hypnose, il y en a beaucoup, en fait. Il y a l'hypnose de scène, l'hypnose de rue, il y a l'hypnose dite humaniste, mais il y en a d'autres aussi. Il y a la couvade, enfin, il y en a une liste. Ces différents types d'hypnose, donc je vais faire l'explication, l'hypnose médicale, sont contextualisées selon des utilités particulières. Donc, si on parle de hypnose dite humaniste, c'est une technique qui a été développée par Olivier Lockert, mais qui est une approche qui n'est pas nécessairement juste humaniste, parce que pour moi, toute hypnose est humaniste, on travaille avec l'être humain. Et le mot humaniste, il n'appartient pas à une personne, c'est une terminologie assez vaste. Mais en fait, l'idée en arrière de ça, c'est qu'il a développé des protocoles particuliers avec son approche. Donc, c'est quelque chose qui lui appartient, tu vois? C'est une façon de faire. Maintenant, si on parle, par exemple, de l'hypnose comme la couvade, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la couvade, non? Alors, c'est assez spécial, c'est que des premiers explorateurs, et là, je parle des scientifiques, qui sont allés à Tahiti, dans les îles, ils ont remarqué, et là je parle à l'époque, les Polynésiens, mais à l'époque, quand il y a une femme qui accouchait, ben, le mari vivait tous les symptômes pareils. Et ils ont appelé ça la couvade. Et c'est un état de transe, c'est une forme d'hypnose. C'est-à-dire qu'ils vivaient exactement la même chose en même temps. Donc, il y a plein de terminologies d'hypnose. Vous savez, les trans rituels, dans plein de rites, pas juste africains, mais dans d'autres rituels, où les gens sont complètement en transe, ben, c'est une forme d'hypnose.
L'hypnose médicale, c'est une hypnose utilisée dans le soin, dans la santé et principalement dans les domaines hospitaliers. Donc, il y a plein de disciplines différentes en hypnose, comme l'hypnose de spectacle, ça on va y revenir, parce que l'hypnose de spectacle, ce n'est pas du tout de l'hypnose thérapeutique, ce n'est pas du tout de l'hypnose pour accompagner quelqu'un, c'est du show business, c'est du spectacle. Donc, l'objectif du spectacle, c'est quoi? Ben, que les gens sont contents, qu'ils sourient, qu'ils ont eu un bon moment et qu'ils ont payé pour. Donc, on ne parle pas de la même chose. On ne parle vraiment pas de la même chose. Nous, notre propos aujourd'hui, dans les prochains jours, c'est à la méthode du Dr. Erickson. Comment lui faisait pour accompagner ses patients, ses clients, et comment, avec les années, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'il est décédé, cette discipline s'est développée pour que vous puissiez facilement maintenant accompagner encore mieux les personnes autour de vous, vous incluant vous-même. Et c'est une façon de changer votre langage. C'est-à-dire qu'on va apprendre aussi ce qu'on appelle du conversationnel. Le conversationnel, c'est génial parce que vous n'êtes pas obligé de faire une session d'hypnose où la personne est endormie. Vraiment, on ne fait plus ça comme ça aujourd'hui. Ça, c'était des vieilles techniques. Mais en plus, c'est que la personne, des fois, ne s'en rend même pas compte. Juste dans le langage, vous la permettez d'aller à l'intérieur. C'est vraiment magnifique. Et on va faire ça ensemble dans les prochains jours. Ouais. Donc oui, il y a différentes approches en hypnose et c'est différentes philosophies, je dirais. Philosophie. Mais à la base, c'est l'état de transe. À la base, c'est générer un état de transe que vit la personne. Donc, notre conscient et notre inconscient. Vous vous êtes peut-être posé la question, ou peut-être pas, mais vous allez vous la poser maintenant. Comme je vous avais parlé qu'il y a déjà pas mal de recherches qui ont été faites en hypnose, qu'est-ce que les recherches disent de tout ça? Eh bien, ils disent pas mal de choses, mais dans les choses essentielles, c'est que quand on est dans cet état hypnotique particulier que vous allez expérimenter, mais si on avait des scanners avec nous, là on n'en a pas ici, mais si on avait des scanners, on verrait quelles sont les ondes de votre cerveau qui sont affectées ou influencées par l'état hypnotique. Il y a eu énormément de recherches les dernières années et il y a beaucoup de livres sur le sujet et je vous en ai mis aussi en référence bibliographique sur la méditation pleine conscience, mais aussi d'autres formes de méditation et aussi sur l'hypnose pour voir quelles sont les ondes du cerveau qui sont prises en compte autant dans la méditation que dans l'hypnose parce qu'il y a des différences. Ce n'est pas la même chose. Et la même chose par rapport aux visualisations et aux relaxations. Donc, on n'est pas non plus dans les mêmes longueurs d'onde du cerveau ou dans les mêmes zones du cerveau. Et une des choses qu'ils ont découvert, c'est ce que vous voyez à l'écran, que vous retrouverez aussi dans votre manuel, qui est tout simplement qu'il y a des ondes particulières selon ce que la personne est, ce qu'on appelle éveillé, donc conscient, qui n'est pas la même chose que la pleine conscience, mais qui est conscient. Et vous voyez bien, c'est ce qu'on appelle les ondes bêta. Alpha, quand la personne est détendue, juste relaxée. Theta, quand elle est dans un rêve éveillé, une imagerie mentale, ce qui inclut aussi, entre le alpha et le theta, des ondes d'hypnose. Et delta, quand la personne est dans le sommeil profond. Donc, quand la personne dort, et là, je parle qu'elle dort, mais dans le sommeil profond, normalement, ce n'est pas dans un état hypnotique. Par contre, quand la personne est dans un sommeil paradoxal, donc ce n'est pas le même sommeil, là, on a vu des ondes du cerveau s'activer comme lorsque la personne est en transe hypnotique. Quand la personne est dans cet état de transe hypnotique, très souvent, c'est là qu'on va voir, encore une fois, des ondes alpha ou des ondes theta. Donc, on peut officiellement savoir si la personne est consciente ou dans l'inconscient. Donc, il y a des tests, il y a des façons de le savoir aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment génial. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, fort probablement, de la plasticité du cerveau. Bon, c'est assez populaire aujourd'hui. Bonne nouvelle, vous et moi, si on brûle certains neurones, ben, on peut les contacter et faire autre chose de notre vie. Donc, on n'est plus du tout dans les croyances qui étaient là il y a 30 ans, 40 ans, que si je vis un choc majeur, un AVC ou un ACV selon, que je suis finie pour le reste de ma vie.
Aujourd'hui, on sait, et ça c'est magnifique, qu'il y a des cerveaux, notre cerveau va recréer des liens. Ça va prendre du temps, ça peut prendre des années. Alors, il y a un super beau livre là-dessus d'une femme médecin, d'ailleurs une neuroscientifique qui a vécu ça et qui décrit son parcours à travers plusieurs années de son expérience. Mais avec la beauté du fonctionnement du cerveau, on réussit à recréer des liens. Bien, l'hypnose permet de recréer les liens. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Bien, ça veut dire que dans l'état hypnotique, vous allez créer des ponts pour être capable de faire en sorte d'aller chercher de l'information et de relier cette information-là qui n'était pas accessible autrement. Et je vous ai écrit un petit texte là-dessus dans votre manuel que je vais vous lire parce que je le trouve intéressant. Je vous ai mis la ressource aussi qui est sur le web. Donc, c'est la recherche de Patrick Wollmeyer. C'est sûrement pas comme ça qu'on dit son nom, donc vous m'excuserez si jamais vous m'écoutez un jour. et Yann Kojand de l'Université, devinez où? De Genève. Ah, tiens, tiens. Donc, c'est bien de savoir qu'il y a des recherches aussi dans toutes sortes de pays. Alors, voici ce qu'ils ont dit. L'hypnose provoquerait une reconfiguration de la communication entre plusieurs régions du cerveau. L'observation des résultats de cette expérience a pu prouver le pouvoir de la suggestion hypnotique. Dans une situation d'exécution de mouvement, en comparant les résultats de l'imagerie cervicale des sujets hypnotisés avec d'autres qui ne l'étaient pas, on a pu constater que les régions différentes étaient affectées et que les liens entre ces régions ne se créaient pas de la même façon. Ainsi, au moment de l'exécution d'un mouvement sous hypnose, l'activité augmente plus que chez les sujets non hypnotisés, dans le contexte frontal inférieur droit, qui est associé au contrôle volontaire des tâches, et dans l'aire de Broca, qui assure la production et le traitement du langage. Simultanément, le cortex moteur, activé dans la phase de préparation, apparaît déconnecté des aires prémotrices impliquées dans la planification du mouvement. Et normalement, il n'est pas connecté. Il n'est pas déconnecté. En revanche, le cortex moteur communique davantage avec une aire pariétale, le précuneus, associé à la création d'images mentales, à la mémoire autobiographique et aux représentations de soi, ce qu'on ne constate pas normalement. Entre mots, ce que vous êtes en train de lire en ce moment, c'est que l'hypnose active des régions du cerveau qui ne sont pas activées normalement quand la personne n'est pas dans l'état hypnotique. Selon Kojand, une telle activité cérébrale, et là on parle en hypnose, suggère non pas une inhibition directe du cortex moteur par les ordres adressés par l'hypnotiseur, mais un changement d'activité du cortex frontal ou du cortex pariétal. Donc la conclusion, l'exécution des mouvements serait déconnectée de l'intention et de l'attention. Des représentations mentales et une attitude centrée sur soi sont déclenchées par des suggestions de l'hypnotiseur qui prendrait le contrôle du comportement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre une situation difficile, ce qu'on appelle un problème non résolu, quelque chose qui n'est pas finalisé dans votre vie, et que l'univers étant très généreux, comme il l'est très souvent, ben, il vous fait revivre la même chose. Dites-moi pas que je suis la seule quand même, non? Sûrement pas, sûrement pas. Donc, vous savez, du genre, je pensais que je l'avais compris, celle-là, la leçon. Il me semble que j'avais déjà résolu ça depuis longtemps. Et tout d'un coup, fouonk, la vie vous ramène quelque chose de semblable. Alors, je me souviens d'un client, c'était un coaching d'entreprise, et puis il me dit, bon, ça ne va pas du tout au travail. J'ai un collègue, on a un gros conflit, lui et moi, et c'est tellement embêtant que j'ai pensé à quitter mon emploi. Et je me suis dit en même temps, il n'est pas question que je quitte mon emploi, c'est lui qui va devoir partir. Donc, je vous raconte que la façon qu'il me l'a dit, parce que c'était drôle en même temps. Et là, je lui pose la question suivante. Je lui dis, est-ce que c'est la première fois que tu vis un conflit avec un collègue au travail? Pour quelle raison j'ai posé cette question-là? Parce que je voulais voir s'il y avait quelque chose qui n'avait pas été résolu. Parce que, encore une fois, la vie fait bien les choses. Si on n'a pas réglé quelque chose à 100 %, ben, elle nous ramène la possibilité de le régler plus tard. Et de le régler plus tard, pourquoi? Parce que plus tard, on a des ressources
qu'on n'avait pas à l'époque. Donc, plus on va dans notre expérience de vie, bien, plus on acquiert des expertises, des ressources, des forces qui nous aident à régler des choses qu'on n'avait pas pu régler, qu'on avait moins de ressources. Et il me dit, mais c'est bizarre que tu me poses cette question-là. Je dis, ah ouais, elle est bizarre, ma question. Il dit, bien justement, parce que avant de venir travailler ici, où j'étais, j'avais eu un autre conflit avec un collègue. Et j'ai dit, comment ça s'est résolu? Bien, il dit, bien, j'ai quitté. Je dis, ah, OK. Et avant ça, ailleurs, est-ce que tu aurais eu un autre conflit? Il m'a dit, mais sais-tu, je n'avais jamais fait le lien, mais c'est vrai que l'autre travail d'avant, en fait, il n'avait juste pas fait le clic, clic, clic. Il n'avait pas compris que la vie faisait en sorte de lui ramener quelque chose qui n'était pas résolu, problème non résolu. Donc, il avait ce qu'on appelle une expérience qui était non intégrée. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce genre d'expérience-là, quand on parle d'hypnose? Bien, voici ce qu'on va faire. D'un côté, nous avons le conscient. Donc, le conscient, consciemment, parfait. Je l'installe au sol. On a notre fameux pont qui fait le lien entre quoi déjà? Entre le conscient et l'inconscient. Exactement, notre pont entre les deux. Et bien sûr, de l'autre côté, ben, nous avons l'inconscient. Alors, imaginons les choses suivantes. Consciemment, je sais que je mange trop de chocolat. Surtout quand je vais en Suisse. Mais il est très bon. Pourtant, et pourtant je suis une femme intelligente, n'est-ce pas? Mais quand même. Mais pourtant, à chaque fois que je passe devant le placard de ma cuisine où est placé le chocolat, la porte d'armoire m'appelle. Et elle me dit quoi? Ouvre-moi. Viens me chercher. Prends-moi. Et je ne souffre pas de problèmes de santé mentale. Donc, je sais que je ne devrais pas y aller. Mais des fois, je me dis, oh, juste un petit morceau. J'ouvre la porte. Et ce que je faisais dans le passé, parce que je l'ai réglé grâce à l'hypnose aujourd'hui, mais je mangeais la tablette au complet. Et après ça, je disais, non, Isabelle, pourquoi tu as fait ça? Ça n'a pas d'allure. Tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Donc, il arrive dans la vie qu'on sait mentalement qu'on devrait ne pas faire certaines choses. Mais on les fait pareil. C'est plus fort que nous. Et combien de fumeurs que je connais qui, des fois, fument une cigarette, puis on a une autre qui est allumée. Ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont en train d'allumer. Comment ça se fait, ça? Bien, en fait, ce qui se passe, c'est que le conscient est conscient que ce n'est pas bon pour moi. Exemple, je devrais arrêter de fumer parce que je sais qu'il y a des produits toxiques à l'intérieur et c'est très mauvais pour ma santé. Exemple. Et on est intelligent, on le sait. Mais cette connaissance du conscient, il n'est pas arrivé à mon inconscient. Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, il se passe ceci que vous allez tous comprendre, parce que presque vous tous, vous avez des ordinateurs aujourd'hui. Vous savez, à un moment donné, quand vous allumez votre ordinateur, il y a des petits pop-up. Il y a des choses qui viennent et qui vous disent quoi? Mise à jour. Et ils vous demandent quoi habituellement? Alors, est-ce que c'est tout de suite, dans 1 heure, ce soir, cette nuit? Donc, ils vous demandent de faire une mise à jour. Et j'imagine que vous faites comme moi, des fois on fait plus tard. Mais figurez-vous qu'entre mon mental qui me dit, Isabelle, un morceau de chocolat, ça va, mais pas une tablette, et mon ordinateur interne qui, lui, n'est pas mis à jour, bien, si je ne le mets pas à jour avec les nouvelles données de mon mental et de mon conscient, si je n'appuie pas sur le bouton « mise à jour » du logiciel, bien, il n'aura jamais la possibilité de changer sa programmation. C'est logique. Il fonctionne d'une vieille manière. Et pourquoi est-ce qu'il fonctionne de cette vieille manière? Parce que je ne lui ai jamais dit. Je n'ai jamais fait mettre à jour le nouveau logiciel. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer avec cet exemple-là, c'est que des fois, le conscient, il sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour lui. Il a besoin de ce rappel.
Et c'est pour ça que je vous disais que l'important, c'est cette communication. De faire en sorte que le conscient donne l'information à l'inconscient et non pas uniquement que l'inconscient donne l'information au conscient, que ce soit des deux côtés. Parce que la bonne nouvelle, c'est que votre conscient, il n'a pas toujours tort. Votre mental, ce n'est pas toujours le problème. Il peut être la solution aussi, parce que lui, il a continué à évoluer. Maintenant, ça peut arriver aussi que c'est l'inverse, et que de manière mentale et rationnelle, vous faites des choses ou vous dites des choses complètement à l'encontre de votre nature. Et on appelle ça de l'incongruence, de l'incohérence. En d'autres mots, vous dites quelque chose, puis vous faites le contraire. Bon, évidemment, je ne parle pas de vous personnellement, mais de gens que vous connaissez, très proches, on va dire ça comme ça, très proches. Donc, je sais que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est des fois, on dit quelque chose et on est totalement incongruent, et ce n'est pas de manière volontaire. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Ce n'est pas qu'on est en train de mentir nécessairement, mais on se ment à soi-même. Dans le sens que combien de personnes vous connaissez qui ont fait un choix d'un métier et pour se rendre compte en cours de route que ce n'était pas ça. Mais ça a été dur comme réalité, parce que quelque part, ils n'étaient pas à l'écoute de ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux et de ce que leur inconscient leur disait depuis des lustres aussi. Donc, autant le conscient peut avoir des bonnes solutions, mais il n'y a pas de mise à jour qui a été faite, autant l'inconscient a plein de ressources et plein de potentiel, mais c'est le conscient qui n'a pas encore eu l'information et qui n'a pas pu se mettre à jour par rapport à ça, et faire le choix aussi. Parce que combien de fois j'ai entendu des gens dire « je sais que je devrais faire ça et que c'est peut-être pas ce qui est bon pour moi », et là je parle en termes de métier ou de profession, mais pour faire ça, j'aurais besoin de ça, 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 ça. Mais là, c'est un plan. On a besoin d'un plan, une mise en action, mais au moins d'être à l'écoute de sa véritable nature, de ce qui est ici, au niveau de l'inconscient. Donc, nous, on va faire le mouvement de l'un à l'autre et de l'autre à un pour faire en sorte que si votre mental, il sait ce qui est bon pour vous, bien, qu'il passe le message à l'inconscient de changer son programme. Et si c'est l'inconscient qui sait ce qui est bon pour vous, bien, qu'il trouve des moyens pour communiquer avec votre conscient pour que le conscient puisse le savoir. Et ensuite, prendre des meilleures décisions ou prendre des meilleurs choix dans la vie, basés sur ce qui est le plus cohérent pour vous deux. Ça, c'est comme, vous savez, prendre des vacances. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être faire des compromis. Ce ne serait peut-être pas les mêmes vacances que si vous partez seul. Là, on a un couple à vie. Toute votre vie, vous allez avoir votre conscient et votre inconscient. Mais il y en a à l'intérieur de vous qui sont en conflit déjà depuis des années. Donc, ce qu'on veut, c'est rétablir cette communication pour qu'il y ait une mise à jour des deux niveaux, dans le but d'avoir des expériences, bien sûr, intégrées, dans le but de faire en sorte de passer de l'un à l'autre et de recréer le mouvement que je vous ai parlé tout à l'heure, pour que ça bouge à l'intérieur et que ça bouge d'un sens ou de l'autre sens. On a parlé, vous vous souvenez, que le conscient et l'inconscient, il y avait comme le pont entre les deux. Et ce que je vous disais, c'est que des fois, on est conscient de certaines choses et on est prêt à générer les changements, mais l'inconscient ne suit pas parce qu'il ne sait pas comment faire, parce qu'on n'a pas mis à jour. Et que des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est l'inconscient qui, lui, sait ce qui est bon, mais c'est le conscient qui n'a pas encore mis ça à jour. Donc, je me souviens d'une fois, vous savez, quand on débute dans une relation amoureuse, donc ça, c'est arrivé à plusieurs d'entre vous, où on entend des choses de l'autre, puis il y a des choses qu'on n'ose pas trop dire parce qu'on est gêné, puis on ne veut pas générer un conflit. Donc, moi, je me souviens, au tout début, il y a longtemps de ça, de ma relation de couple, eh bien, mon conjoint, il aimait le café, comme moi d'ailleurs, j'aime encore le café. Et un beau jour, notre machine à café, elle a fait capote. Elle a arrêté de fonctionner. Et moi, ben, orientation solution, ben, c'est pas compliqué, on va aller acheter une machine à café. Non, 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 achète pas de machine, je vais la réparer. Ah ah, il y en a qui connaissent ça. La conclusion, ça a été pendant 1 an, la machine était restée sur le comptoir puis elle ne fonctionnait pas. Et après, c'était, ben non, on va la garder pour les pièces, au cas où. Et ça veut dire que pendant plus d'1 an, ben, je n'avais pas de bonne machine à café et je ne voulais pas générer un conflit, donc je ne suis pas allée acheter une nouvelle machine, vous savez.
Donc, j'avais fait quoi? Ben, j'avais racheté, vous savez, les petits cônes à café, en me disant, bon, ben, regarde, c'est pas grand-chose, faire un petit cône à café le matin, comme ça va éviter qu'il y ait un conflit de couple. Jusqu'à un jour où je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je continue à me priver d'un bon café? Et pourquoi est-ce que je garde chez moi, sur mon comptoir de cuisine, une machine qui ne fonctionne pas? Et cette journée-là, j'ai eu du courage. Le courage de mettre la machine dans un sac, de l'emmener vers le vestibule et de me dire, c'est aujourd'hui que j'achète une upgrade, une meilleure qualité, une super bonne machine à café. Et pendant que j'étais dans mon enthousiasme, de dire c'est aujourd'hui la journée, parce que je savais que je serais capable de vivre et d'expliquer à mon conjoint qu'après 2 ans, ça allait. Là. Il a eu le temps de réparer, il a eu le temps de faire le ménage, il a eu le temps de prendre les pièces. J'étais fière de moi. Et là, tout d'un coup, le téléphone sonne. Juste à la porte, j'allais sortir avec mes bottes, mes mitaines. C'était en hiver, on était au Québec. Je prends le téléphone et c'était une urgence avec un client. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends le temps de répondre au téléphone. Ça a duré une demi-heure. Et je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais j'imagine que oui, ce genre de situation-là. Après ça, j'étais un petit peu comme perturbée et je ne savais plus trop où j'en étais. Et tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui rentre. Et là, je me dis, oh oh. Là c'était revenu l'idée, oh non, la machine à café est dans l'entrée. Si jamais c'est lui qui voit la machine avant que j'ai acheté la nouvelle machine. Vous savez le truc? Par chance, ce n'était pas lui du tout. Donc, je suis allée chercher une nouvelle machine et je me suis fait un plaisir fou que de jeter à la poubelle la machine qui ne fonctionnait plus. Bien, dans notre inconscient, des fois, c'est comme ça. On a tous à l'intérieur de nous des vieilles machines qui ne sont plus efficaces, mais qu'on garde quand même. Des vieux trucs, pour toutes sortes de raisons. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous libérer de ces vieux chaudrons, ces vieilles casseroles que vous n'avez plus besoin et qui ne sont plus efficaces, ça ne donne plus rien, et de laisser la place à ramener dans votre être intérieur des choses qui peuvent être aidantes et utiles pour vous. Mais de faire l'inverse aussi, c'est-à-dire on va se promener du conscient à l'inconscient. On l'a dit, on allait faire les deux. Donc, pour bien démarrer dans votre nouvelle façon de communiquer avec vous-même, parlons des définitions de l'hypnose. Donc, définir l'hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose? Alors, il y a tellement de définitions possibles de ce qu'est l'hypnose que je préfère et de loin entendre la vôtre. Donc, je vais vous proposer un premier exercice. Dans le premier exercice, nous allons faire 2 équipes. Donc, on va diviser le groupe en 2. Et ce que vous avez à échanger entre vous, c'est si quelqu'un vous posait la question « Qu'est-ce que tu es venu faire dans un cours d'hypnose? C'est quoi l'hypnose? » Qu'est-ce que vous diriez? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, vous savez, c'est votre définition, votre compréhension de ce que c'est l'hypnose. Et dans un deuxième temps, quelle est son utilité? À quoi ça va servir? Comme par exemple, ça peut servir à changer des comportements. Okay? À quoi ça va servir? Donc, dans un premier temps, que vous discutiez ensemble et trouvez quelques définitions, ça n'a pas besoin d'être juste une, ça peut être plusieurs définitions, chacun la vôtre, de qu'est-ce que c'est que l'hypnose et dans quel contexte et à quoi ça va servir.